et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier et aujourd'hui, Claude Lafleur va nous conter une histoire sous forme de monologue, nous le laisserons parler. Bonne écoute et bon voyage à vous. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Je vais tenter aujourd'hui de vous raconter une belle histoire. Une histoire, je pense, fascinante. Soit dit en passant, lorsqu'on a enregistré le dernier balado, je commençais un rhume. Une semaine plus tard, je termine le rhume, donc vous excuserez un peu ma voix. En fait, j'ai eu l'idée de vous raconter une histoire un peu particulière parce que très souvent, on me demande de quelle façon, Claude, tu choisis les sujets de nos balados. Il y a évidemment plusieurs façons de choisir le sujet. Il y a d'une part l'actualité qui s'impose souvent à nos balados, et là, je pense entre autres aux deux balados qu'on a fait récemment, les balados 155 et 156, qui parlent de l'actualité brûlante dans laquelle nous vivons. Il y a aussi les lectures que je fais, qui m'amènent évidemment, qui m'inspirent, et on peut penser, par exemple, ces derniers temps, j'ai lu 2 biographies d'astronautes qui m'ont donné l'idée de faire le fameux balado 153 sur les petits à côté moins glorieux de la vie à bord de la Station spatiale internationale. Il y a évidemment aussi, je pense que c'est important de raconter l'histoire. Fait que j'ai fait des balados sur la mission Viking, sur les voyageurs, sur Apollo. Il y a aussi des balados, par exemple, le balado 29 sur la Grande Peur de 1910 qui raconte le passage de la comète de Halley à l'époque. Et évidemment, il y a la série La conquête de l'espace, dont on a fait les 4 premiers épisodes et qui va se poursuivre de temps à autre. Il y a évidemment aussi l'important de traiter de certaines thématiques. Et là, je pense par exemple à la vie dans l'univers, les exoplanètes. Il y a aussi le hasard des rencontres que je fais, c'est-à-dire que je rencontre des gens, soit des fois des auditeurs, soit des fois des intervenants, avec qui je vais faire des entrevues. Donc, c'est souvent des sujets qui apparaissent comme ça, inopinément, sans que je m'y attende. Il y a aussi des suggestions d'idées. Et là, je peux penser au balado 157 qu'on vient de faire avec, à la suite, des questions que m'a adressé l'un de vous, Cédric, qui voulait en savoir un peu plus sur les stations spatiales. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. En fait, je pourrais faire 2 ou 3 fois plus de balados si j'avais le temps. Malheureusement, le temps et l'énergie est compté. Et il y a aussi parfois, et là j'en arrive à notre sujet, ce que j'appelle la convergence de 2 idées. 2 idées qui n'ont pas rapport ensemble, mais qui m'inspirent. Et là, je vais vous raconter quelque chose que je trouve toujours amusant. J'ai toujours plaisir à apprendre qui vous êtes. C'est pour ça que j'apprécie quand vous écrivez puis vous racontez. Plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'ils écoutaient nos balados le soir en se couchant et qu'ils s'endormaient sur nos balados. Tout le monde ajoute que c'est pas parce que nous sommes endormants, mais les gens trouvent que ma voix les berce. Donc, je me suis dit, je pourrais peut-être faire un balado où, pendant peut-être 1 heure, ma voix va vous bercer en espérant que, pour certains d'entre vous, ça va vous amener vers un sommeil réconfortant. Par ailleurs, j'ai entrepris la lecture d'un livre très célèbre et qui est fascinant, qui est le livre Sapiens de l'auteur Yuval Harari. Livre qui raconte un peu l'évolution de l'humanité. C'est un livre qui a vraiment beaucoup d'idées fort intéressantes. Il y a une idée qui a piqué ma curiosité. À un certain moment donné, l'auteur raconte, il veut illustrer le fait que l'humanité avance très, très rapidement. Et là, il prend l'analogie suivante. Il dit, imaginons quelqu'un qui aurait vécu en l'an 1000 et qui serait revenu en l'an 1500. Cette personne-là n'aurait pas eu beaucoup de difficultés à s'adapter au monde des années 1500 parce qu'il y a eu relativement peu de changements entre l'an 1000 et l'an 1500. Par contre, quelqu'un qui aurait vécu en l'an 1500 et qui serait revenu en l'an 1900, alors lui, il aurait été très dépaysé parce qu'en 400 ans, l'humanité a progressé magistralement et ce serait difficile pour un citoyen des années 1500 de vivre en 1900. Et il poursuit son analogie en se disant que si quelqu'un qui avait vécu en 1900 se retrouvait soudainement en l'an 2000, ah là, il serait totalement dépaysé. Tellement les choses ont changé en l'espace d'un siècle, entre 1900 et 2000.
Le monde a extraordinairement évolué. Et là, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, imaginons quelqu'un qui a vécu en 1958. 1958, c'est l'année où je suis né. Si cette personne-là, d'un seul coup, était transportée en 2025, il serait aussi totalement dépaysé, tellement le monde a changé. Et ça m'a donné l'idée de vous raconter mon époque, de vous raconter l'époque que j'ai traversée, donc depuis 1958, pour voir un peu à quel point le monde a changé, à quel point, entre autres, l'astronomie a avancé, à quel point on n'est pas dans le même monde. Et ça donne, je pense, une histoire assez intéressante. Je vais vous parler un peu de ma vie, mais en trame de fond, je vais vous parler de l'actualité qui s'est passée un peu tout au long de cette période-là et de l'avancée scientifique, de certaines avancées scientifiques, juste pour vous donner une idée de à quel point le monde a changé depuis 67 ans. Et évidemment, on pourrait faire le même calcul aujourd'hui. On peut presque penser que quelqu'un qui vit en 2025 et qui serait projeté ne serait-ce qu'en 2050, c'est pas loin de 2050, probablement qu'il serait aussi dépaysé que les gens qui sont nés en 1958 et qu'on projetterait d'un seul coup en l'an 2025. Commençons tout d'abord par situer le contexte de l'époque où je suis né. Je suis donc né en 1958 à Montréal, dans un quartier ouvrier. En fait, le quartier s'appelle le Plateau Mont-Royal. Aujourd'hui, c'est un quartier très branché de Montréal, mais à l'époque, c'était un quartier d'ouvriers de classe moyenne, pas pauvre, pas riche, ordinaire. Mes parents, ce sont des enseignants. Mon père enseigne la mécanique automobile dans une école spécialisée et ma mère était enseignante au primaire. On appelait ça à l'époque une maîtresse d'école. Pour situer un peu l'époque, ma mère, lorsqu'elle s'est mariée, elle était obligée de quitter son emploi. Parce qu'à l'époque, les femmes mariées ne peuvent pas travailler. Les femmes mariées doivent s'occuper de leurs enfants, même s'il n'y en a pas, même si elles n'en ont pas. Et même pour dire, mes parents se sont mariés au mois de novembre et ma mère a dû obtenir une permission spéciale pour terminer l'année, pour enseigner jusqu'au mois de juin, terminer ses classes, parce qu'à l'époque, quand vous vous mariez et que vous êtes femme, votre carrière prend fin. On voit un peu le chemin parcouru à l'époque, depuis ce temps-là. En fait, je suis né 13 ans, jour pour jour, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je suis surtout né à l'époque où on est en pleine guerre froide. La guerre froide, pour ceux qui l'auraient oublié ou qui ne le sauraient pas, c'est l'époque où les Américains et les Soviétiques développent des armes nucléaires, s'équipent de missiles intercontinentaux capables de transporter des armes nucléaires et où ils menacent de s'anéantir les uns les autres. On va le voir d'ailleurs durant les années 60. Donc, il y a l'époque où on pense que le monde peut être détruit à peu près n'importe quand si jamais un jour les Russes, les Soviétiques décident d'attaquer les Américains ou que les Américains décident d'attaquer les Soviétiques. Vous avez peut-être vu dans des vieux films, on disait aux élèves à ce moment-là, si jamais un jour il y a une conflagration nucléaire, vous vous cachez en dessous de vos bureaux. C'est fou quand on y pense. Imaginez là, s'il y avait une bombe nucléaire qui tombait dans votre localité et pour vous protéger, vous vous cachez sous votre pupitre. C'est absurde, mais à l'époque, on faisait faire des exercices aux élèves, aux enfants, pour leur dire « Cachez-vous sous votre bureau si jamais il y a une attaque nucléaire ». Personnellement, je n'ai jamais vécu ce genre d'exercice-là. Je pense que c'est au début des années 60 qu'on faisait ça, avant que j'aille à l'école. Mais quand on y pense, c'est absolument fou. Autre idée aussi folle, à l'époque, les années 50, début des années 60, les militaires nous disent qu'ils pourraient gagner une guerre nucléaire. C'est-à-dire que si les Soviétiques nous attaquaient, on pourrait répliquer suffisamment rapidement pour les détruire avant qu'ils nous détruisent. Et tout au long des années 50-60, on pensait comme ça que si on était suffisamment rapide, on pourrait vaincre l'ennemi avec nos bombes nucléaires. Ce n'est que dans les années 70 qu'on
qu'on a pris conscience d'un concept qu'on a appelé l'hiver nucléaire. C'est-à-dire que si les États-Unis et l'Union soviétique utilisaient leur arsenal nucléaire, non seulement ils se détruiraient l'un l'autre, mais ça dégagerait tellement de poussière dans l'atmosphère que la température sur Terre descendrait de plusieurs, je pense, dizaines de degrés. Ce serait l'hiver sur l'ensemble de la planète durant des décennies, autrement dit, la fin de toute l'humanité. Et c'est à partir de cette idée-là de réaliser que ni un ni l'autre ne pourrait remporter une conflagration nucléaire qu'on s'est mis à négocier dans les années 70 la dénucléarisation de la planète. Remarquez, on possède suffisamment d'armes aujourd'hui pour s'anéantir, mais au moins, on n'est plus en pleine guerre froide comme on l'était à l'époque de ma naissance. La fin des années 50, c'est aussi une époque où l'astronomie offrait deux grands bonds en avant. Le premier grand bond, c'est le Big Bang. La théorie du Big Bang qui veut que l'univers est né jadis, il y a 13 milliards d'années, d'une particule infiniment petite. Il y a eu une sorte d'explosion prodigieuse qui a donné naissance à tout l'univers. Cette théorie-là n'était pas nouvelle des années 50. En fait, il faut remonter à Georges Lemaître, dont on a parlé dans un des balados, qui, à la fin des années 20, en se servant des équations d'Albert Einstein et des observations de Edwin Hubble, a mis au point l'idée que l'univers, non seulement il est en expansion comme on l'observait, mais que si on remonte le temps, si on fait le calcul inverse, on arrive à un moment donné où l'expansion de l'univers était zéro, le Big Bang. Ça, cette théorie-là est énoncée donc à la fin des années 20 ou peut-être au début des années 30, mais cette théorie-là était absolument inacceptable aux yeux des astronomes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de tout temps, on pensait que l'univers était statique, que l'univers n'avait jamais bougé. L'univers avait toujours existé et l'univers va toujours exister. Il y avait certes quelques changements dans l'univers, mais l'univers était permanent. Quand le maître est arrivé avec son idée, c'est une idée totalement révolutionnaire de penser que l'univers n'a pas toujours existé, mais que l'univers est apparu un jour, il y a 13 milliards d'années. Cette idée-là, donc, n'a vraiment pas été acceptée par les astronomes, et ce n'est qu'à la fin des années 50, à la force d'expérience, de calcul, de réflexion, qu'on arrive à dire, c'est peut-être la vraie idée, c'est peut-être ce qui s'est passé. Et c'est vraiment dans les années 60 que l'idée du Big Bang va être acceptée par l'ensemble des astronomes. Ça peut paraître surprenant que ça prenne des décennies pour que cette idée-là soit acceptée, mais imaginons l'inverse. Imaginons si aujourd'hui, des astronomes, des spécialistes, des cosmologistes nous arrivaient en disant « On s'est trompé. L'univers est statique. L'univers ne change pas. L'univers a toujours existé tel qu'il était et il va toujours exister. » On est tellement habitué aujourd'hui à penser en termes de Big Bang, à penser qu'il y a eu un commencement, qu'on ne pourrait pas accepter cette idée-là. Ça prendrait probablement des décennies à accepter l'idée que l'univers, il est statique, que l'univers, il ne change pas. C'est un peu ça le concept qu'a apporté, la révolution qu'a apporté Georges Lemaître. C'est une idée tellement révolutionnaire, une idée qui change tellement notre vision des choses que ça a pris des décennies avant de commencer à accepter cette idée-là, fin des années 50, et véritablement de l'accepter dans les années 60, durant les années 60. L'autre grand bond en avant, qui est survenu à la fin des années 50, à peu près à l'époque où je suis né, c'est le fameux concept de poussière d'étoiles. En fait, quand on observe l'univers, on observe qu'il y a beaucoup d'hydrogène et d'hélium partout dans l'univers. Ces molécules-là abondent partout, on les retrouve partout. On s'est longtemps demandé, mais d'où viennent les autres éléments chimiques? D'où vient l'oxygène que l'on respire? D'où vient le carbone dont nous sommes faits? D'où vient le fer, etc.? En fait, l'hydrogène et l'hélium, c'est les deux premiers éléments du tableau périodique qu'on a vu dans nos cours de chimie. D'où viennent la centaine d'autres éléments chimiques qui sont tout autour de nous? On ne le savait pas à l'époque. Fin des années 50, les astronomes ont découvert que ces éléments-là se forment au cœur des étoiles. On l'a vu dans certains balados où on explique tout le phénomène. Donc, l'oxygène que l'on respire, le carbone dont nous sommes faits, le fer, a été jadis formé au sein d'étoiles.
étoiles qui ont jadis explosé, qui ont répandu leurs éléments un peu partout dans l'univers. Et quand notre système solaire s'est formé il y a 4,5 milliards d'années, ces éléments-là se sont retrouvés au sein du Soleil, mais aussi sur Terre. Et c'est ces éléments-là qui nous ont fait, qui fait qu'on existe tel qu'on existe. C'est donc dire que vous et moi, on est fait de poussière d'étoiles, on est fait d'atomes, d'éléments chimiques qui ont été conçus au sein d'étoiles bien avant la formation du système solaire, dans des étoiles mortes depuis très très longtemps. C'est quand même fascinant quand vous y pensez là. Quand vous touchez les objets autour de vous, dites-vous que vous touchez de la matière qui existe depuis des milliards d'années, de la matière qui a été formée au sein d'étoiles qui ont vécu et qui sont mortes bien avant la formation du système solaire. C'est un concept à la fin qui fait rêver. Hein? Nous sommes de la poussière d'étoiles. Et ce concept-là est apparu à la fin des années 1950, à peu près à l'époque où je suis né. Les années 50, c'est aussi l'époque des ovnis. On en a parlé dans un balado là, sur les soucoupes volantes. Ce concept-là est apparu vers 1947 et dans les années 50, on se met à voir des ovnis, des soucoupes volantes un peu partout dans le ciel. C'est quand même pas une coïncidence si c'est l'époque, les années 50, où on commence à voyager dans l'espace. Et en même temps, on commence à voir des objets venus de l'espace, c'est-à-dire que des extraterrestres viendraient nous visiter. Toujours l'idée de si nous allons dans l'espace, ben pourquoi les extraterrestres ne viendraient pas nous visiter? Donc, c'est une époque assez florissante, les années 50, parce que non seulement il y a des idées extraordinaires qui apparaissent, mais il y a même des idées aujourd'hui qui paraissent un peu farfelues. L'idée qu'on voit des soucoupes volantes en quantité venues de l'espace. Les années 50, hein, c'est une époque où, évidemment, j'espère ne pas vous apprendre que les ordinateurs personnels n'existent pas, l'Internet n'existe pas, les téléphones cellulaires n'existent pas. En fait, ce qui est peut-être important de garder à l'esprit, c'est que non seulement ça n'existait pas, mais c'était des concepts totalement inimaginables. Jamais personne n'aurait pu imaginer, à l'époque où je suis né, que 60 quelques années plus tard, on aurait beaucoup moins que 60 quelques années plus tard, on aurait nos ordinateurs personnels, on aurait un réseau aussi fabuleux qu'Internet, on aurait nos téléphones cellulaires. C'était des inventions totalement inimaginables à l'époque. En fait, à l'époque, il existe des ordinateurs, il existe quelques rares ordinateurs, et un ordinateur à l'époque, c'est une machine qui prend l'espace de toute une pièce, peut-être même de tout un gymnase. Et c'est une machine qui fait donc des calculs. On appelle ça d'ailleurs souvent un computer, un computeur. C'est une machine donc qui peut occuper l'espace d'un gymnase et qui n'a rien à voir avec le cellulaire, le téléphone portable que vous avez près de vous. Donc une machine infiniment moins puissante que le téléphone cellulaire qu'on a tous à peu près aujourd'hui. Évidemment, tout ça se passe à l'époque où je suis né, et évidemment, j'en ai aucune conscience, j'en ai aucune connaissance. Ça va être des décennies plus tard que je vais découvrir l'époque assez hallucinante au moment où je suis né. Nous voici dans les années 1960. Ah, les années 60, hein. J'imagine que certains d'entre vous auraient rêvé de vivre à cette époque-là. Moi, évidemment, c'est l'époque de mon enfance. J'habite avec mes 3 frères sur le plateau Mont-Royal, donc un quartier ouvrier, comme je disais tantôt. Je suis le cadet de la famille. Et comme je disais aussi, ma mère était donc enseignante, institutrice, maîtresse d'école. Très pratique, hein, parce que ma mère m'a montré à lire et à écrire et à compter avant même que je rentre à l'école. Donc, quand j'ai commencé ma première année, en 1966, je pense, je savais déjà lire, je savais déjà compter. Donc, très pratique. Maintenant, personnellement, ce qui est amusant, c'est que le premier souvenir que j'ai gardé de mon enfance, c'est l'envolée de John Glenn, le premier Américain qui s'est rendu dans l'espace, qui a fait 3 fois le tour de la Terre, le 20 février 1962. J'ai pas tout à fait 4 ans quand ça arrive. C'est quand même un peu surprenant.
C'est sûr que je ne me souviens pas de l'événement en tant que tel, mais ce que je me souviens, c'est que c'était un mardi après-midi. Ma mère faisait son repassage en écoutant la radio et j'ai conscience que ces programmes de radio sont constamment interrompus par des bulletins spéciaux. Je sens que ma mère est intriguée. Je réalise qu'il se passe quelque chose. Évidemment, je ne comprends pas, je ne sais pas c'est quoi, moi, un astronaute qui est en orbite autour de la Terre, mais j'ai quand même conscience qu'il y a comme quelque chose qui se passe autour de nous sans trop que je sache ce qui se passe. C'est quelques années plus tard que je vais réaliser que c'était la mission de John Glenn. 6 mois plus tard, en octobre 1962, survient la crise des missiles de Cuba. Pour ceux qui auraient peut-être oublié, la crise des missiles de Cuba, c'est que les Américains découvrent, en octobre 1962, que les Soviétiques sont en train de construire des bases de lancement pour des missiles porteurs d'ogives nucléaires sur l'île de Cuba, donc à moins de 200 km des côtes américaines. Évidemment, c'est quelque chose d'inacceptable pour les Américains. John F. Kennedy ordonne un blocus de l'île de Cuba. Et pendant une dizaine de jours, le monde est sur le point d'entrer en conflit nucléaire entre l'Union soviétique et les États-Unis. Personnellement, je n'ai pas eu connaissance de cet événement-là. J'imagine que les adultes nous ont protégés, nous les enfants. Mais je le raconte parce que ça vous donne une idée de l'époque dans laquelle nous vivions. Hein. C'était une époque où on pouvait craindre que les Américains et les Soviétiques pourraient déclencher à tout moment une conflagration nucléaire qui mènerait à la fin de l'humanité. C'est ça la guerre froide, c'est ça l'époque des années 60. Et ça va avoir lieu tout au long des années 60. Le deuxième souvenir que j'ai, c'est le 22 novembre 1963. J'ai 5 ans et demi. Et c'est l'assassinat du président Kennedy. Évidemment, à 5 ans et demi, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est qui John F. Kennedy. Je ne sais pas c'est quoi un président des États-Unis. Mais je réalise qu'il y a quelque chose de très, très grave qui est arrivé. Parce que je vois bien que tous les adultes autour de moi sont consternés. Certains pleurent. Il y a quelque chose de grave qui vient de se passer. Et évidemment, je regarde la télévision, il y a des images du président Kennedy, il y a des images de ce qui s'est passé. Et je réalise donc qu'il se passe quelque chose. Le troisième souvenir, et celui-là, il est très clair dans mon esprit, c'est le 27 janvier 1967, c'est l'incendie d'Apollo 1. Les 3 astronautes qui s'entraînaient pour s'envoler vers une mission en orbite autour de la Terre et qui périssent vite. Je me vois encore aujourd'hui je suis dans la cuisine de mes parents, je suis en train de jouer et vers probablement 7 heures du soir, la radio joue, bulletin spécial, 3 astronautes viennent d'être brûlés vifs. Et comme je sais évidemment lire, je suis capable de lire les journaux, le lendemain, je vais lire les journaux et je vais réaliser ce que c'est. Mon intérêt pour l'espace n'est pas encore là, mais on voit quand même qu'il y avait une graine qui était semée. D'ailleurs, on parle de 1967, un événement marquant dans ma vie, comme dans celle de tous les Québécois, c'est ce qu'on appelle l'Expo 67, l'exposition universelle qui s'est tenue à Montréal du mois d'avril au mois d'octobre 1967. C'est probablement l'événement le plus important au 20e siècle pour le Québec. Cet événement-là a ouvert le Québec au reste du monde, c'est-à-dire que des gens de partout sont venus nous visiter et là, on a découvert qu'il y avait des gens qui étaient de races différentes, qui parlaient des langues différentes, qui avaient des façons de vivre différentes. Et ça a été, le fait de le vivre, ça a été une révolution au sein de la société québécoise. D'ailleurs, ce qui était très intéressant dans l'Expo 67, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus nous visiter, qui sont tombés en amour avec le Québec et qui sont soit demeurés au Québec ou qui sont revenus s'installer au Québec. On a beaucoup de récits de gens, entre autres des Français, mais des gens de tous les pays du monde qui ont découvert le Québec, qui sont tombés en amour avec le Québec et qui sont venus enrichir le Québec. Pour vous donner une idée de l'ampleur de l'événement, quand on a fait l'Expo 67, on pensait qu'il y aurait à peu près 5 millions de personnes qui viendraient nous visiter, qu'il y aurait 5 millions de visiteurs à l'Expo 67. Il y en est venu 55 millions. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'aller quelques fois à l'Expo 67 avec mes parents. Et le souvenir qu'on en garde tous, c'est la foule. Il y a du monde partout, partout, partout. Tout ce qu'on veut visiter, il faut faire la longue file. Il y a une atmosphère, par exemple, de joie, de fête partout. Tout le monde se parle, tout le monde est heureux.
Mais il y a du monde, il y a des foules partout. D'ailleurs, il y avait 2 pavillons extraordinaires à visiter, le pavillon des États-Unis et le pavillon de l'Union soviétique. Je ne les ai pas visités parce qu'il fallait attendre des heures et des heures avant d'avoir la chance de pénétrer dans ces pavillons-là. C'est dommage, hein? Parce que dans ces pavillons-là, entre autres le pavillon américain, il y avait une maquette de module lunaire, il y avait une capsule Apollo, il y avait une capsule Gemini, il y avait plein de choses à voir. Du côté soviétique, il y avait aussi une capsule Vostok, il y avait du matériel spatial, chose très très rare à l'époque. Ça aurait sûrement piqué ma curiosité. En fait, à cette époque-là, là où j'ai 7, 8, 9 ans, je m'intéresse déjà beaucoup aux sciences et technologies. J'ai déjà un intérêt, comme enfant, un intérêt plus évolué que la majorité des enfants, si je pense entre autres à mes 3 frères qui étaient un peu plus vieux que moi, ils n'avaient pas cet intérêt-là. Moi, à l'époque, là, je regardais avec fascination, entre autres, les Paris Match. Vous connaissez le Paris Match, mais c'est pas la même version aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, dans Paris Match, il y avait de prodigieux reportages photos sur, par exemple, le fameux paquebot France. Donc, avec des dessins qui nous montraient comment c'était fait à l'intérieur. Il y avait aussi le dessin d'un porte-avions nucléaire français. Il y avait des reportages photos fantastiques sur la Tour Eiffel, etc. Et moi, ça me fascinait. J'ai passé des heures à regarder, entre autres, les dessins du paquebot France, le dessin du porte-avions nucléaire français, pour voir comment c'était fait. J'étais fasciné. J'étais fasciné aussi. J'avais un de mes oncles qui était abonné au magazine Science et Vie, qui nous les donnait. J'ai passé des heures à regarder Science et Vie. J'étais pas en mesure de lire les articles de Science et Vie. C'était trop avancé pour moi, mais les photos m'ont beaucoup inspiré. 1967 aussi, je me souviens d'avoir reçu la visite d'un de mes cousins, Georges, aujourd'hui décédé, qui m'a parlé d'un phénomène absolument extraordinaire, les extraterrestres. Je disais tantôt que les années 50, c'est l'époque des extraterrestres, mais c'est encore plus l'époque des années 60 où là, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui voient des extraterrestres. Et Georges, qui était mes cousins, qui devait avoir à peu près 12 ans, moi j'en ai 8 ans, 8-9 ans, Georges me parle qu'il y a des extraterrestres qui viennent nous visiter. Je suis absolument fasciné. Je découvre donc l'espace en quelque sorte, mais comme vous imaginez, la graine est déjà semée. Et Georges m'a donné un coup de pouce en disant il y a des choses dans l'espace, il y a des extraterrestres qui viennent nous visiter. Et je me souviens d'avoir été frappé par le récit qu'il m'en avait fait et dans les jours suivants, d'avoir regardé le ciel, d'avoir admiré les étoiles. Encore là, hein, la graine qui a été semée commence à pousser. 1967-68 aussi, c'est l'année où on a découvert les fameux quasars. On en a consacré un balado qui se pose la question, a-t-on déjà capté des signaux extraterrestres? En 67-68, on a découvert ce qui semblait être des balises dans l'espace. On a pensé que qui servait à la navigation des extraterrestres. Et on a pensé donc qu'on avait découvert la trace des petits hommes verts. On l'explique dans un balado. C'est pour dire à quel point que non seulement le grand public est fasciné par les extraterrestres, mais même les scientifiques. Évidemment, on va apprendre par la suite, quelques années plus tard, que les quasars, c'est un type d'étoile très particulier. Ça n'a rien à voir avec des balises cosmiques mises en place par des extraterrestres qui se promènent à travers la galaxie, mais ça vous donne un peu le contexte. Évidemment, on arrive à 1968, comme je l'ai souvent raconté, Noël 68. Pour la première fois, des astronautes se placent en orbite autour de la Lune. Moi, ça a été mon coup de foudre. Hein? J'en parle dans un balado qui s'appelle Noël 1968, où je raconte un peu l'origine. Mon intérêt pour les sciences et technologies, ma curiosité pour l'espace qui avait été piquée, entre autres, par Georges et un peu lors de l'Expo 67, là, va prendre la naissance. C'est-à-dire que là, c'est véritablement un coup de foudre. Va naître, à la veille de Noël 1968, le 24 décembre au soir, va naître la passion qui va gouverner toute ma vie. Évidemment, l'année 68, c'est aussi une année très tortueuse. C'est l'année où le candidat à la présidence, Bobby Kennedy, va être assassiné. C'est l'année où Martin Luther King va être assassiné. Ce sont des événements qui m'ont fasciné. Moi, à cette époque-là, je commence à lire les journaux. Je commence à m'intéresser un peu à tout et je suis marqué par ces événements-là.
j'ai suivi, entre autres, à la télévision, les funérailles de Bobby Kennedy toute la journée. Ma mère était un peu étonnée parce que mes grands frères, qui avaient peut-être 12, 14, 15 ans à l'époque, eux autres, ça ne les intéressait pas. Moi, j'étais fasciné. C'est une époque très trouble, hein, les années 60. Il y a eu la guerre des 6 jours au Moyen-Orient. Au Québec, on a un mouvement terroriste qui s'appelle le Front de libération du Québec, le FLQ, qui, tout au long des années 60, fait exploser des bombes, entre autres à Montréal. J'ai connaissance de ces événements-là. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment peur, mais on sent qu'il se passe de quoi. Il y a des bombes qui explosent. Je pense qu'il y a eu une dizaine de bombes sur à peu près une décennie. Là, c'était pas. Mais on ne savait pas ce qui se passait. Il se passait des choses un peu partout. Les gens ont un peu la nostalgie, je pense, mais nos amis français de mai 68, où il y a une espèce de révolte des étudiants. Aujourd'hui, ça fait peut-être rêver, mais au moment où ça se passe, c'est très inquiétant. J'imagine que les parents de l'époque devaient être très inquiets de dire dans quel monde avons-nous mis nos enfants au monde, puisque toute la société est en train de s'intégrer. On assassine des présidents, on assassine des candidats à la présidence, il y a des bombes qui explosent au Québec, les universités américaines sont paralysées par des grèves estudiantines, il y a mai 68. Ce n'est pas une belle période, contrairement à ce qu'on pense. Aujourd'hui, on sait comment l'histoire a fini, mais à l'époque, on ne le sait pas. Arrive évidemment la fameuse année 1969, l'année de la conquête de la Lune. Moi, ma passion, là, évidemment, elle est au maximum. Je lis tout ce que je peux tomber, j'écoute les reportages et évidemment, je suis devant mon petit écran au moment où s'envolent les astronautes d'Apollo 11. Je suis évidemment à la mission, leur marche sur la Lune, etc. Ça a été une grande période, effectivement, pour moi. Le début de ma passion qui se poursuit 67 ans plus tard. Nous voici rendus aux années 70. C'est l'époque de mon adolescence. Je suis évidemment fasciné par l'exploration spatiale. En fait, en 1971-72, je vais sécher mes cours. Au Québec, on dit on va foxer ses cours à l'école pour regarder les astronautes marcher sur la Lune. C'est quand même drôle, hein? Mes professeurs et je pense aussi le directeur des études de l'école me regardent un peu de travers en disant est-ce qu'on doit laisser aller ce jeune-là sécher ses cours pour regarder les astronautes sur la Lune? Et s'ils avaient su que ça donnerait naissance à ma carrière de journaliste scientifique, ils auraient été enchantés. En fait, j'ai pas eu de problème, hein, parce que moi, quand j'étais à l'école, j'étais un premier de classe parce que ma mère m'avait montré à lire et écrire. J'ai commencé l'école comme premier de classe et j'ai poursuivi toutes mes études de cette façon-là. Et là, moi, j'aimais beaucoup lire, je m'intéressais beaucoup à l'histoire, à la géographie, un peu tout. Donc, les professeurs me voyaient du bon oeil, mais en même temps, ils me voyaient comme un élève totalement très indiscipliné qui ne va pas à ses cours pour regarder les astronautes marcher sur la Lune. C'est aussi l'époque où je passe mes étés sur les îles de l'Expo 67. On parle beaucoup de l'Expo 67 en 1967, mais ce qu'on a oublié, c'est que par la suite, l'Expo s'est poursuivie dans les années suivantes. Et, c'était un véritable musée à ciel ouvert où j'ai vu des choses absolument extraordinaires. J'en parle d'ailleurs dans 2 balados, là, les balados qui racontent un peu l'année 72. Écoutez, j'allais dans des différents pavillons qui étaient des musées où j'ai pu voir des momies, de véritables momies. J'ai pu voir des roches venant d'un peu partout du monde entier. Il y avait des pavillons sur l'espace aussi. Ça a été une école extraordinaire pour moi. Les étés que j'ai passés sur les îles de l'Expo, ça a été une chance qui n'existe. Ce site-là a été fermé en 1975. J'ai perdu cette chance-là, mais j'ai vraiment eu la chance de vivre dans un environnement extraordinaire au début de mon adolescence. Les années 70, c'est une époque pas nécessairement facile, où il se passe un certain nombre de choses, notamment ce qu'on appelle au Québec la crise d'octobre 1970. C'est-à-dire que le FLQ, le Front de libération du Québec, commence par enlever un représentant commercial de la Grande-Bretagne, James Richard Cross,
Et ensuite, ils vont enlever un ministre du gouvernement du Québec, Pierre Laporte, dans le but, espérait le FLQ, que le FLQ veut la souveraineté du Québec, et ils espèrent que la population québécoise va s'élever, va rejoindre leur rang pour renverser le gouvernement et qu'on obtienne l'indépendance par la Révolution. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les gens n'ont pas suivi le FLQ parce qu'on n'est pas pour la violence. Et comme Pierre Laporte, le ministre libéral qui avait été enlevé par une cellule du FLQ, a été tué par inadvertance, là, les gens se sont retournés contre le FLQ. Et si au Québec, on a le goût de faire la souveraineté, de devenir indépendant du Canada, le mouvement révolutionnaire, les activités terroristes du FLQ ont beaucoup, beaucoup nuit à ce mouvement-là. Comme quoi, ce n'est pas par la violence qu'on fait avancer des choses, mais c'est plutôt par un certain consensus. Les activités du FLQ qui voulaient arriver à l'indépendance du Québec ont beaucoup nuit à l'indépendance du Québec. Si je reviens à ma vie personnelle, début des années 70, je lis un livre qui était très célèbre à l'époque, qui s'appelait Le choc du futur, écrit par Alvin Toffler. Ce livre-là raconte qu'on vit dans un monde qui change de plus en plus rapidement et il parle de ce que le futur nous réserve, le futur des années 80-90, et que ça va tellement changer que les gens vont avoir de la difficulté à s'adapter. Ce que Toffler appelle le choc du futur. Moi, je suis fasciné parce que quand je lis ce livre-là, je me dis, ce que nous parle Toffler, c'est l'avenir, c'est le monde dans lequel je vais vivre. Et il raconte un tas d'histoires fascinantes sur ce que va être le monde des années 80-90. Soit dit en passant, Toffler n'a pas vu venir les ordinateurs personnels, il n'a pas vu venir Internet, il n'a pas vu venir les téléphones cellulaires, il a vu venir plein d'autres programmes, plein d'autres progrès technologiques, mais pas les principaux qui vont marquer véritablement les prochaines décennies. Ce qui est intéressant, j'ai eu l'occasion de relire le livre Le choc du futur il y a quelques années, je pense qu'il y a une dizaine d'années. Et ce que j'ai trouvé amusant, c'est que Toffler nous raconte que les prochaines décennies vont tellement changer qu'on ne pourra pas s'adapter. Mais quand on lit le livre aujourd'hui, on se rend compte que ça a changé beaucoup plus encore que ce qu'avait imaginé Toffler, mais que pourtant, on s'est très bien adapté au changement. En fait, les capacités d'adaptation des humains sont beaucoup plus élevées que ce qu'on peut imaginer. Donc, on a véritablement très bien survécu au choc du futur, même si le choc du futur a été beaucoup plus grand que ce qu'avait imaginé l'auteur. Un autre livre à l'époque qui a été publié, c'est un rapport du Club de Rome. On est en 1972, je pense, à peu près, où là, il y a un groupe de chercheurs très réputés qui publie un rapport comme quoi l'humanité s'en va à sa perte parce que d'ici l'an 2000, donc d'ici une trentaine d'années, la Terre va être surpeuplée. Surpeuplée au point où il va y avoir des pénuries alimentaires, il va y avoir des guerres, il va y avoir une pauvreté énorme parce que la population humaine grandit trop rapidement pour les ressources terrestres. Le rapport du Club de Rome a même donné naissance à un film très célèbre qui s'appelle Le Soleil vert. C'est un film qui raconte effectivement le monde tel que va être en l'an 2000, où là, tout le monde vit dans la pauvreté, il n'y a à peu près plus rien à manger. Et j'avoue que j'ai été fasciné par ce film-là parce que je me disais, on parle de mon avenir, là. On parle que d'ici l'an 2000, le monde va être absolument misérable. Ce qui est amusant, c'est que je ne me souviens pas des chiffres, mais si ma mémoire est bonne, la population a augmenté bien davantage que ce qu'avait prévu le Club de Rome. Mais ce que le Club de Rome n'avait pas envisagé, un peu comme Toffler, c'est que nos capacités de produire des aliments ont augmenté encore plus rapidement, de sorte que le problème de surpopulation, de pénurie d'aliments, etc., n'est pas survenu. Encore là, dans les deux cas, on craint l'avenir avec raison. L'avenir, et ces craintes-là, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas fondées. Les avancées ont été beaucoup plus grandes
que ce qu'avait imaginé Toffler. La population a augmenté bien davantage, je pense, que ce qu'avait imaginé le Club de Rome. Pourtant, l'humanité s'est adaptée. Et ça, de tout temps, on s'imagine qu'on ne pourra pas survivre. Et un autre événement qui est survenu à cette époque-là, ça vous montre un peu que ce n'est pas nécessairement une belle période. En 1973 est survenu le choc pétrolier. Je ne raconterai pas exactement ce que c'est un conflit avec le Moyen-Orient, mais à l'époque, des chercheurs très compétents, qui connaissent leur sujet, nous ont dit que d'ici 15 ans, d'ici 1987, il n'y aurait plus de pétrole. On aurait épuisé toutes nos ressources pétrolières. Et là, on s'est confronté à une très grave crise, parce qu'imaginez un monde où il n'y a pas de pétrole. Et là, vous avez des chercheurs qui ont évalué les quantités de pétrole qui existent, notre consommation de pétrole, qui dit d'ici 15 ans, 1987, il n'y en aura plus de pétrole. Et l'humanité va être confrontée à une crise majeure. Évidemment, nous sommes en 2025. On ne peut pas dire qu'on a manqué de pétrole, malheureusement d'ailleurs, parce que le pétrole cause un autre problème. Mais tout ça pour vous dire que quand on fait des prédictions d'avenir, surtout des prédictions, je dirais, négatives, il faut se méfier. Même si ça vient de chercheurs compétents, qui sont de bonne foi, qui nous disent que l'avenir nous réserve de grandes catastrophes, il faut prendre ça avec un gros grain de sel. C'est moi la leçon que j'ai retirée des années 70, où j'ai, à une certaine époque, vraiment eu peur de la guerre froide, parce qu'on était encore en guerre froide, eu peur donc que les Soviétiques et les Américains s'anéantissent, peur de la surpopulation, peur du choc du futur, peur d'une pénurie de pétrole, et pourtant, rien de ça n'est arrivé. Les années 70, c'est aussi, et il faut le dire, une période de grande avancée pour les droits de la personne, notamment au niveau des femmes et des homosexuels. Quand on pense aux années 60, les gens se disent souvent « Hey, c'était une belle période où là, l'humanité avançait. » Non. Les années 60, c'est une période où on a remis en cause la société, où beaucoup de choses ont été détruites. Et c'est plutôt dans les années 70 qu'on s'est mis à construire la société dans laquelle on est. La société où on a atteint une certaine égalité. Pour les femmes, il y a encore du chemin à faire, mais si vous regardez ce qu'était la situation de ma mère par rapport à celle de ma compagne d'aujourd'hui, l'avancée est considérable. Même chose pour les homosexuels et les gens qui ont d'autres particularités. Donc, on a fait énormément de progrès et tout ça, c'est dans les années 70. La libération de la femme, la libération sexuelle, les droits de la personne, tout ça, c'est arrivé dans les années 70. Fait que quand on a la nostalgie des années 60, il faudrait plutôt avoir la nostalgie des années 70 où on a fait de grandes avancées vers l'avant. Alors qu'on traverse actuellement une période d'un certain recul, une période qui fait peur et avec raison. On a des raisons d'avoir certaines craintes. Mais moi, je vous dirais, il ne faut pas se décourager parce qu'on vient de loin, on a fait beaucoup de progrès et il y a encore beaucoup de progrès à faire. Dans le domaine spatial, là, je reviens à mon dada, c'est aussi une période faste. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent. Bon, évidemment, il y a les missions lunaires Apollo, on explore la Lune, mais il y a aussi le programme Skylab, auquel j'ai consacré un balado. Il y a la mission Apollo-Soyouz, dont donc une certaine ouverture entre les Américains et les Russes, une certaine collaboration qui s'installe. Et c'est important, cette collaboration-là, parce que pendant des décennies, on était en guerre froide et là, maintenant, on commence à collaborer ensemble. La mission Apollo-Soyouz, c'est un symbole très important, une étape importante dans l'instauration de la paix à travers le monde, ou en tout cas entre l'Union soviétique et les Américains. C'est aussi l'époque où les sondes Viking vont se poser sur la planète Mars. Encore là, j'y ai consacré un balado. C'était fascinant quand même. On s'est posé sur Mars. On a enfin vu qu'est-ce que ça a de l'air, le sol de Mars. Les Vikings ont fait des recherches. Est-ce qu'on pourrait trouver des traces de vie sur Mars? J'en parle donc dans un balado. Je n'irai pas plus en détail. C'est aussi l'époque où on a lancé les sondes voyageurs, les fameuses sondes voyageurs 1 et 2 qui se sont envolées à l'été 1977. Et pour une aventure absolument extraordinaire, encore là, dont j'y ai consacré 3 balados. C'est aussi l'époque où les Américains sont en train de mettre au point leur navette spatiale qui va rentrer en service dans les années 80. C'est une période de rêve parce qu'on dit hey, la navette spatiale va nous ouvrir l'espace. Peut-être même que des gens ordinaires comme moi, on va avoir la chance d'aller dans l'espace grâce à la navette spatiale.
C'est aussi l'époque où les Soviétiques mettent en place, opèrent les premières stations spatiales. On n'en a pas encore beaucoup parlé, mais on va le faire dans des balados sur la conquête de l'espace, mais ils ont exploité la station Salyut 4 et la station Salyut 6. Pour la première fois, on s'installe dans l'espace pendant plusieurs mois. Et en même temps, les Soviétiques, qui étaient très secrets jusqu'à ce moment-là, commencent à s'ouvrir, commencent à nous raconter comment les choses se passent. C'est vraiment une époque fascinante. Moi, évidemment, je suis adolescent, je suis à l'école secondaire, on dit au Québec secondaire. Je suis très motivé à suivre des cours de géographie, des cours d'histoire, des cours d'anglais, parce que je veux lire les publications de la NASA. Et je me mets même à apprendre le russe, parce que je veux lire les publications russes. J'ai malheureusement tout perdu, ce que j'avais appris en russe, parce que je ne l'ai pas utilisé. Mais j'étais un élève très motivé grâce à ce qui se passe dans le domaine spatial. Je vous disais tantôt, je suis arrivé j'ai commencé mes études comme premier de classe, je les ai poursuivies, entre autres, parce que j'étais très motivé à apprendre. J'étais conscient qu'il y avait un monde à découvrir. Une autre avancée importante dans les années 70, c'est la découverte des premiers trous noirs. Ce qu'il faut savoir, c'est que Einstein avait prédit dans ses équations qu'il existerait des trous noirs. C'était un concept théorique. On pensait que ça existerait, mais quand on sait ce que c'est les trous noirs, c'est pas facile à repérer. Ce n'est que dans les années 70 qu'avec certains télescopes spatiaux qu'on a dans un premier temps repéré des traces de trous noirs, puis qu'on va repérer des trous noirs. Aujourd'hui, évidemment, on prend ça pour acquis. Tout le monde sait que les trous noirs existent, mais ce n'est que dans les années 70 que ce qui était un concept théorique, quelque chose de très bizarre et un peu d'inimaginable, existait en réalité. Les années 80. Les années 80, c'est à la fois la période où je termine mes études universitaires et où je vais commencer ma carrière de journaliste. Il faut dire que j'ai entrepris des études universitaires en sciences, mathématiques, physique, sans trop savoir ce que je ferais dans la vie. C'est-à-dire, j'ai fait des études en sciences parce que j'aimais les sciences. Et ce n'est qu'après avoir terminé mon baccalauréat que je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais dans la vie? Et avec les études que j'avais faites, j'aurais pu devenir soit comme assistant dans une équipe de recherche, pas vraiment scientifique, mais plus assistant, ou enseigner les sciences à l'école secondaire, donc aux adolescents. La carrière d'enseignement aurait pu me tenter, mais pas nécessairement au secondaire. Je me suis alors mis à me poser la question, qu'est-ce que je fais dans la vie? Et là, je suis tombé sur un livre qui a littéralement changé ma vie. C'est un livre dont le titre est un peu banal, c'est Le travail idéal en 4 minutes. C'est le genre de livre qu'on trouve souvent qui explique un peu comment on fait un CV, comment on se présente en entrevue, comment on peut faire une démarche pour se trouver un emploi. Et dans ce livre-là, au début, l'auteur explique une notion qui m'a vraiment orienté, c'est-à-dire qu'il disait qu'est-ce que vous pourriez faire dans la vie? En quoi vous êtes bon? Quel talent vous pourriez utiliser? Et dans le fond, vous êtes bon dans ce que vous aimez. Donc, qu'est-ce que vous aimez et de quelle façon vous pourriez peut-être en faire un métier? Et c'est alors que j'ai réfléchi, puis je me dis, dans le fond, moi, ce que j'aime, c'est pas faire de la science, mais c'est parler de science et particulièrement parler d'espace. Donc, c'est comme ça que l'idée, j'ai là, à ce moment-là peut-être 22, 23 ans, que l'idée de devenir journaliste scientifique est apparue. Si j'avais su plus tôt, j'aurais peut-être plus suivi mon cours en communication, mais bon, je décide donc de devenir journaliste. Dans ce livre-là, il y avait un truc, d'ailleurs, je vais vous le refiler, qui m'a servi toute ma vie. Le livre s'appelle « Le travail idéal en 5 minutes ». L'auteur, dans le fond, il explique que quand vous allez en entrevue, c'est les 5 premières minutes qui sont importantes. C'est là où tout se joue. Après ça, tout le reste de l'entrevue sert à votre employeur éventuel à confirmer son choix, soit qu'il vous a rejeté ou il vous a accepté. Et ce que l'auteur proposait, c'est de prendre contrôle des 5 premières minutes, c'est-à-dire de dire à l'employeur, par exemple, « Aimeriez-vous que je me présente à vous? Aimeriez-vous que je vous explique un peu qui je suis? » Généralement, l'employeur va dire « oui ». Et à ce moment-là, vous avez le contrôle des 5 premières minutes et si vous faites bonne impression, bien, le reste va aller tout seul. C'est le truc que j'ai employé tout au long de ma vie et je dois dire, sans vouloir
me vanter que j'ai à peu près toujours réussi mes entrevues. C'est-à-dire, j'ai à peu près toujours obtenu les postes pour lesquels j'ai passé en entrevue. C'est souvent moi qui disais non parce que une fois l'entrevue faite, je me disais non, c'est pas le genre de poste qui me convient. Donc, je vous refile le truc, puis d'ailleurs, ça peut s'appliquer dans plein d'autres domaines. C'est les 5 premières minutes qui comptent quand on rencontre quelqu'un, donc on peut peut-être prendre le contrôle pour faire bonne impression. Toujours est-il que j'ai donc décidé de devenir journaliste scientifique, ne sachant pas trop par où commencer. J'ai aussi à l'époque lu un autre livre qui avait une notion qui m'a un peu bouleversé. Le livre s'appelait La troisième vague, c'est de l'auteur Alvin Toffler, qu'on a parlé un peu plus tôt. Alvin Toffler, l'auteur du Choc du futur. Et dans ce livre-là, publié, je pense, en 81-82, l'auteur expliquait à un moment donné que ce livre-là a été écrit sur un système de traitement de texte. Donc, sur un ordinateur avec lequel on peut écrire des textes et les manipuler, jouer avec. L'ancêtre des logiciels comme Word ou d'autres logiciels de traitement de texte. On est en 81-82 quand je lis ce livre-là. Moi, je me suis dit, wow, ça c'est l'outil pour moi. Un traitement de texte, ça me permettrait d'écrire des textes à volonté. Ça doit être extraordinaire. Et à l'époque, je me dis, au prix où coûtent les ordinateurs, c'est le prix d'une automobile neuve à ce moment-là. Je me dis probablement que dans une quinzaine d'années, là, quand j'aurai à peu près 40 ans, je vais posséder mon propre système de traitement de texte, je vais posséder mon propre ordinateur. Ça, c'est en 81-82. Or, à l'automne 1983, je m'achète un ordinateur, un Apple III. Je pense que l'appareil coûtait à l'époque à peu près 5 000 5 000 dans les années, au début des années 80, là, c'est quoi, 10-15 000 aujourd'hui? Là? C'est une dépense importante. J'ai donc un ordinateur en 1983. Je suis à peu près le seul, je suis le seul dans mon entourage à avoir un ordinateur. D'ailleurs, quand les gens viennent chez nous, ma famille, mes amis, mes connaissances, ils voient mon ordinateur, ils sont intrigués. Et là, je leur dis, écoutez, asseyez-vous au clavier, puis jouez avec. Et les gens ont peur d'y toucher. Ils ont peur de faire exploser la machine. Et je leur dis, non, c'est pas dangereux, ça ne mord pas. Et là, je leur montre un peu c'est quoi un traitement de texte. Je vous explique ça, entre autres, aux plus jeunes qui m'écoutaient, pour dire le chemin qu'on a fait, d'avoir un ordinateur en 1983. C'est très, très rare. Et les gens ont, entre guillemets, peur de l'ordinateur. Ils ont peur de cette machine-là. On ne sait pas trop comment la machine fonctionne et qu'est-ce qu'elle peut faire. Moi, évidemment, je suis aux anges de pouvoir écrire des textes sur des traitements de texte, ce qu'on fait aujourd'hui couramment. C'était une innovation technologique très importante. Ça ouvre la porte, d'ailleurs, incidemment, au début des années 80, à 2 innovations technologiques qui vont vous faire sourire probablement, mais qui ont été très importantes dans nos vies. La première, c'est un répondeur téléphonique et la deuxième, c'est les clubs vidéo. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui ce que je vais vous raconter, mais avant les répondeurs téléphoniques, un répondeur téléphonique, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une petite machine qu'on branchait sur notre téléphone et quand les gens nous appelaient et qu'on n'était pas là, la machine prenait le message, enregistrait le message, les fameuses boîtes vocales d'aujourd'hui. Or, il faut savoir qu'avant l'arrivée des répondeurs téléphoniques, quand on attendait un appel, soit peut-être d'un éventuel employeur ou peut-être d'une fille qu'on espérait qui nous rappellerait, on n'osait pas sortir de chez soi. On disait, si jamais je sors ne serait-ce que pour aller chercher une pinte de lait au coin de la rue, peut-être que le téléphone va sonner puis je vais manquer l'appel. Combien de fois, là je parle de ma génération, on est resté chez soi toute une soirée ou toute une journée en espérant un appel qui parfois vient, parfois ne vient pas. Et lorsqu'est arrivé les répondeurs, donc lorsqu'on a pu brancher ce petit appareil sur nos téléphones puis dire, si je sors puis quelqu'un appelle, la personne va laisser un message et je vais pouvoir rappeler, ça a été une libération extraordinaire. Les boîtes vocales que vous avez aujourd'hui, là, c'est apparu dans les années 80 et ça a marqué un pas important. Le nombre de soirées que je n'ai pas passé à la maison en espérant un appel qui n'est jamais venu, c'était réglé. L'autre invention géniale, les clubs vidéo. Encore là, ça peut faire sourire. C'est qu'avant l'invention, les clubs vidéo, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est des boutiques où on pouvait aller et tous les films étaient là sur des cassettes, sur des cassettes. Donc, on pouvait aller au club vidéo, chercher les films que l'on voulait pour les écouter à l'heure qu'on voulait. Avant l'invention des clubs vidéo, on était pris pour regarder les horaires de télé, voir s'il y aurait un film qui passerait à la télé, si oui, quel film, quand il passerait, etc. Donc, avec les clubs vidéo, là, on pouvait regarder les films que l'on voulait, comme on voulait, même plusieurs fois si on voulait. On pourrait rajouter à ça les enregistreurs numériques.
Donc, les appareils qui nous permettent d'enregistrer ce qui se passait à la télévision. Ça aussi, ça a été un progrès remarquable parce que là, si on n'était pas là pour regarder un film, on pouvait programmer notre appareil pour qu'il enregistre le film en notre absence. Donc, 3 innovations, j'ai dit 2, mais on pourrait dire 3 innovations qui ont vraiment changé nos vies au début des années 80. Évidemment, hein, aujourd'hui, en 2025, on est rendu totalement ailleurs, mais ça montre le chemin qu'on a parcouru. Toujours est-il que, si je reviens à mon fil, j'ai commencé ma carrière à l'automne 1983, c'est-à-dire que là, j'ai fait des démarches auprès de différents employeurs potentiels, dont le journal La Presse, dont le magazine Québec Science, une demi-douzaine d'autres publications. Et finalement, fin novembre, j'ai reçu un téléphone du rédacteur en chef de Québec Science qui me convoque en entrevue pour éventuellement m'engager. Et l'ironie du sort a voulu que je suis allé en entrevue le 6 décembre 1983. J'estime que ma carrière a commencé ce jour-là. Et le 6 décembre 1983, c'est la journée où le gouvernement canadien a annoncé le recrutement de ses 6 premiers astronautes, donc Marc Garneau et compagnie. Donc, la carrière des premiers astronautes canadiens a commencé le même jour que ma carrière a commencé comme journaliste. Évidemment, donc, ma carrière a commencé en 1984, où là, j'ai fait mes premiers articles. Entre autres, j'ai couvert l'époque de la navette spatiale. J'ai couvert la mission de Marc Garneau, comme on en a parlé, Philippe et moi, dans le balado 141. Les années 80, hein, ça a été une période spatiale vraiment emballante. D'abord, les premiers vols de la navette spatiale. Hein, la navette spatiale, le premier vol a eu lieu en 1981. Donc, les années 81, 82, 83, 84, 85, plusieurs vols de navettes spatiales. Une nouvelle ère s'ouvrait dans le domaine spatial. Donc, on allait avoir accès facilement et couramment à l'espace. On allait pouvoir réaliser des quantités d'expériences, etc. Il y a les astronautes canadiens qui commençaient à voler. Puis moi, c'était le début de ma carrière. Donc, j'avais beaucoup de matière à couvrir. Par ailleurs, on peut souligner que du côté des Soviétiques, ils opéraient à ce moment-là la station Salyut 7 et les Soviétiques, qui avaient été jusque-là très secrets, s'ouvraient de plus en plus. Donc, grâce à Salyut, on apprenait de plus en plus de choses. Et entre autres, c'est l'époque, en 1982, où le premier astronaute français, le premier spationaute français, Jean-Loup Chrétien, est allé dans l'espace dans la station Salyut 7. Donc, c'était une époque évidemment très emballante où, comme pour commencer ma carrière, franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Je rajouterais, hein, le début des années 80, c'est aussi l'époque où les 2 sondes voyageurs nous explorent pour la première fois la planète Saturne. Ensuite, Voyageur 2 va continuer à Uranus et à Neptune. Donc, tous des sujets que j'ai couverts pour Québec Science et entre autres pour la presse. J'ai travaillé ici pour d'autres médias, à la radio, à la télé, etc. Ça a été une belle période. Évidemment, malheureusement, est arrivé le 28 janvier 1986. Challenger, l'explosion de la navette spatiale. Là, ça a jeté un froid sur tout ce qui s'est passé par la suite parce que là, la navette venait d'être détruite et là, ça remettait tout en cause. On va en reparler dans un balado sur la conquête spatiale, hein, mais à la suite de l'accident de Challenger, on peut vraiment dire qu'il y a le avant Challenger et le après Challenger. Il n'y a plus rien qui va être pareil par après. Tout va avoir changé. Ça a eu un impact majeur sur le domaine spatial et ça a eu un impact sur ma carrière aussi. En parallèle avec la destruction de Challenger, les Russes, les Soviétiques, ont entrepris d'assembler leur complexe orbital Mir. Le premier module a été lancé en avril 1986. Et donc, là, c'était le début d'une autre aventure. Évidemment, Mir, on en a parlé beaucoup. Un jour, on fera des balados sur Mir parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc, c'était le début à la fois de Mir et à la fin, et la fin d'une ère avec l'explosion, malheureusement, de la navette. De mon côté, donc, ma carrière de journaliste allait bien. J'avais beaucoup de travail. Et j'ai aussi entrepris de rédiger mon premier livre qui s'appelle « Vivre en apesanteur », un livre qui a été publié en 1988. Évidemment, hein, je pense que la plupart des gens ont le rêve ou le fantasme d'avoir un livre avec leur nom dessus, tenir un livre dans leurs mains, un livre édité par un éditeur. C'est vrai que c'est une expérience extraordinaire. C'est quelque chose de voir une caisse de livres arriver avec son livre sur lequel on a travaillé durant, je pense, j'ai travaillé pendant à peu près 6 mois pour écrire ce livre-là. J'ai un regret par rapport au livre. Dans le livre, il y a 3 parties. La première partie, j'explique la navette spatiale. Qu'est-ce que la navette spatiale? Et je commence le premier chapitre, je raconte la tragédie de Challenger comme si on était à bord de la navette spatiale. Après ça, j'explique c'est quoi la navette. La deuxième partie du livre, c'est vivre en apesanteur. Comment
comment les astronautes vivent en apesanteur, les problèmes de santé que ça pose, les problèmes d'adaptation, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils vont aux toilettes, etc. Là, toutes les questions que tout le monde se pose, c'est quoi vivre dans l'espace. Et la troisième partie, c'est Mir. J'expliquais le complexe orbital Mir, qu'est-ce que c'est, pourquoi les Russes fonctionnent, comment les Russes vivent à bord de Mir. Mon regret, c'est que dans ce livre-là, j'ai donc une partie sur la navette, une partie sur Mir, et je n'ai pas pensé une seule seconde qu'un jour, la navette pourrait rencontrer Mir. Parce que dans les années 80, on est en pleine guerre froide entre les Soviétiques et les Américains, et à ce moment-là, c'est impensable de penser que les deux ennemis peuvent collaborer ensemble. Or, à partir de 1992, les Soviétiques, les Russes, parce que l'Union soviétique va avoir disparu entre-temps, les Russes et les Américains vont s'associer dans le programme de la Station spatiale internationale, et ils vont aussi collaborer entre la navette et Mir. Donc, la navette va rencontrer Mir. Il y a des astronautes américains qui vont aller vivre à bord de Mir. Donc, dans mon livre, j'avais tous les éléments pour dire, un jour, peut-être, la navette rencontrera Mir. Mais quand j'ai écrit mon livre en 88, c'était quelque chose d'impensable. Si j'avais eu cette intuition-là, ça aurait été plus que de la prémonition. Et pourtant, quelque chose comme 4 ans plus tard, c'était devenu la réalité. Un dernier détail par rapport à la rédaction d'un livre. Beaucoup de gens ont ce fantasme-là. Il y a aussi, je vois souvent d'ailleurs dans des romans français, le fantasme de l'auteur qui publie un premier livre, qui connaît un succès foudroyant, il devient riche, il devient populaire, il a accès à toutes les filles dont il peut rêver. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est vraiment pas ça. Ça peut peut-être arriver une fois ou deux, là, tout est possible dans la vie. Mais généralement, quand vous faites un livre, d'abord, vous ne faites pas d'argent. Ce n'est pas payant d'écrire un livre. Quand je dis payant, si vous prenez le nombre d'heures que vous prenez que vous utilisez pour rédiger un livre, que vous passez à rédiger un livre, par rapport au salaire que ça va vous donner, c'est un salaire misérable. On fait un livre parce que c'est plaisant, parce que c'est, en français, au Québec, on dit parce que c'est le fun de faire un livre. C'est le fun de se consacrer pendant des semaines à rédiger un récit. Ça pourrait être l'histoire de votre vie, ça pourrait être une bonne histoire que vous connaissez. On fait un livre parce qu'on a le plaisir de faire un livre, parce que c'est pour le plaisir de la chose, pas pour faire de l'argent, pas pour devenir populaire, parce que ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Le plaisir de faire un livre, c'est de le rédiger et non pas de le voir publier. C'est sûr que la journée où vous tenez dans vos mains un livre avec votre nom sur la couverture, c'est une expérience enivrante, mais ça dure que quelques minutes. Après ça, quand vous avez terminé, moi aujourd'hui, quand j'ai terminé la rédaction d'un livre, le prochain, c'est la suite, c'est d'en rédiger un autre. Donc, ça a été une belle expérience de faire Vivre en apesanteur. C'était le premier de nombreux livres que j'ai fait. Et évidemment, il occupe une place toujours particulière dans ma vie. Dans les années 1990, je poursuis évidemment ma carrière de journaliste. Je suis entre autres journaliste au quotidien Le Devoir et mon principal travail, c'est de faire des articles de vulgarisation scientifique et entre autres d'interviewer des chercheurs. J'ai fait je pense que je peux dire des centaines de portraits de chercheurs. Les chercheurs, les scientifiques, ce sont des gens fascinants. Fascinants par ce qu'ils font, fascinants par la passion qu'ils ont dans leur domaine. Ça a vraiment été un privilège pendant des années d'interviewer des chercheurs, de leur demander non seulement qu'ils nous expliquent ce qu'ils font, mais pourquoi ils le font, qu'est-ce qui les motive. Et ça donne des résultats amusants. Entre autres, un jour, j'ai eu à faire, il y avait souvent des défis particuliers. Un jour, j'ai eu à faire le portrait d'un mathématicien, d'un universitaire qui fait des recherches en mathématiques pures. Évidemment, il s'intéresse à des concepts totalement incompréhensibles pour le commun des mortels, y compris pour moi-même. Et j'avais donc à faire un article où je devais expliquer ce qu'il faisait. Et donc, je l'ai interviewé, évidemment. Il m'a raconté son parcours, son intérêt, sur quoi il travaille. Et j'ai trouvé moyen de rédiger un article dont j'étais assez fier parce que j'ai réussi à expliquer en termes simples ce sur quoi il travaille.
Mon explication était tellement, entre guillemets, bonne que le chercheur m'a écrit quelques jours plus tard, après l'apparition de l'article, pour me dire, Monsieur Lafleur, c'est formidable ce que vous avez fait. Il dit, maintenant, quand quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, sur quoi je travaille, je lui remets une copie de votre article parce que grâce à vous, vous avez trouvé moyen d'expliquer les notions de mathématiques avancées sur lesquelles je travaille. Ça a été ça, ma carrière, et ça a été vraiment un moment très plaisant de côtoyer ces gens-là. Le monde des sciences, hein, c'est un monde fascinant. On a intérêt dans les médias à mettre de l'avant les chercheurs plutôt des fois que des artistes ou toutes sortes d'autres personnages, alors qu'il y a des gens qui font des choses fantastiques, que ce soit en médecine, que ce soit en sciences fondamentales, que ce soit en psychologie, peu importe. Il y a des gens fascinants, malheureusement, dont on parle peu. Les années 90, dans le domaine spatial, c'est aussi une époque fascinante. C'est entre autres les débuts du télescope Hubble. Hein. Le télescope Hubble a été lancé en avril 1990. Les premières années, là, il y avait un problème de vision, il y avait un problème de non-conformité du miroir. Ils ont été obligés de y installer littéralement une paire de lunettes, si on peut dire. Des astronautes sont allés rejoindre le télescope, ont changé des instruments pour corriger un défaut de fabrication. Et à partir de 1994, Hubble s'est mis à nous révéler l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous savez, quand vous feuilletez un livre d'astronomie aujourd'hui, il y a plein de photos de nébuleuses, de galaxies, de phénomènes astronomiques fascinants qui ont été prises par le télescope Hubble. Le télescope Hubble nous a vraiment révélé un univers dont on soupçonnait l'existence, mais qu'on pouvait voir pour la première fois. Et tout au long des années 90, ça a été ça, les découvertes d'Hubble. Aujourd'hui, il y a Webb qui fait encore beaucoup mieux, mais c'est les premières images souvent qui comptent le plus. Webb nous montre encore mieux. Je pense entre autres aux fameux piliers de la création, là, les espèces de pouponnières d'étoiles, dont un des piliers a comme une espèce de tête de cheval. Les premières photos d'Hubble nous ont jetés par terre. Aujourd'hui, Webb nous le montre encore plus clairement, avec plus de détails, mais la première photo, il n'y a rien qui va la remplacer. C'est aussi le début de la Station spatiale internationale, c'est-à-dire que les Américains se joignent aux Russes pour développer en commun un projet. Donc, c'est ce projet-là qui a été développé au cours des années 1990. Les premiers éléments de la station vont être lancés en la fin 1998 pour le début d'une grande opération qui continue aujourd'hui encore. Donc, ça a été l'époque où on voyait que les Russes et les Américains, qui pendant des décennies se sont détestés à qui mieux, apprenaient à travailler ensemble. Évidemment, ce projet-là aussi, l'Europe, le Canada et le Japon s'y sont joints. C'est probablement le projet de coopération internationale le plus important du 20e siècle qu'on voyait naître sous nos yeux. L'autre grande innovation des années 90, en fait, deux innovations. La première, c'est les ordinateurs. J'en ai parlé un peu plus tôt. Je m'étais procuré un ordinateur en 1983, mais c'était chose très, très rare à l'époque. On peut dire que les ordinateurs sont arrivés dans la vie d'un peu tout le monde dans les années 90. C'est-à-dire que si vous travaillez dans un bureau, c'est à peu près à ce moment-là qu'on a introduit les ordinateurs. Par la suite, les gens ont commencé à se procurer leur propre ordinateur personnel. Ça date donc des années 90. Pour beaucoup de gens, il a fallu apprendre une nouvelle façon de travailler parce que c'est pas du tout la même chose à travailler avec et sans ordinateur. Il y a des gens qui ont, donc tout le monde s'est mis à suivre des cours d'informatique, à apprendre comment fonctionnent ces machines-là, ces bibettes-là qui n'étaient pas évidentes pour nous à l'époque, surtout que les ordinateurs n'étaient pas aussi faciles d'utilisation qu'ils le sont aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, notamment la souris. La souris, on n'y pense pas, mais ça a été une révolution quand cette petite bidule-là est arrivée. Donc, beaucoup de gens ont eu à apprendre à faire de l'ordinateur, à rédiger des textes sur écran, à faire des courriels, etc. Donc, c'est toute une nouvelle époque. Et à partir de 1995, est arrivé l'Internet. Personnellement, je me suis branché au réseau Internet à l'automne 1994. Encore là, je faisais partie plus ou moins des premières personnes à le faire. Il n'y avait pas beaucoup de gens sur Internet. D'ailleurs, en 1995-96, j'ai rédigé plusieurs articles pour Le Devoir pour expliquer qu'est-ce que l'Internet, comment ça fonctionne l'Internet, à quoi ça va servir. Et d'ailleurs, plusieurs de mes collègues journalistes qui me rencontraient ou qui me disaient « Claude, ça va servir à quoi Internet? C'est quoi Internet? À quoi ça va nous servir? » Et moi, je disais « Ça va servir de façon... Ça va être extraordinaire, la source d'information que ça va être. » Donc, tout ça pour vous dire que l'Internet est apparu au milieu des années 90 et à l'époque, on ne l'avait vraiment pas vu venir. En fait, si mes souvenirs sont bons, on a commencé
entendre parler d'Internet vers probablement 1993. Il y avait quelque chose qui s'en venait. On n'avait aucune idée de ce que c'était. On n'avait aucune idée de l'impact que Internet aurait eu dans notre vie. C'est drôle, parce que je vous racontais un peu plus tôt que j'ai lu des livres comme Le choc du futur ou La troisième vague d'Alvin Toffler, puis plein d'autres ouvrages d'anticipation de l'avenir. On voyait venir les ordinateurs, on savait qu'un jour on utiliserait des ordinateurs dans nos vies, mais personne n'avait imaginé l'Internet. Personne n'avait imaginé l'impact qu'aurait Internet. Internet est arrivé dans nos vies, est apparu littéralement dans nos vies au milieu des années 90, sans qu'on l'ait vu venir. On pourrait faire un parallèle. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. On voit venir l'intelligence artificielle. En fait, c'est déjà présent, mais on sait que ça va avoir un impact magistral dans nos vies. C'était pas le cas d'Internet. On ne l'a pas vu venir. L'Internet est tombé dans nos vies du jour au lendemain. Par ailleurs, si on vient dans le domaine spatial, donc 1995, c'est l'arrivée d'Internet, mais c'est aussi une année très importante dans le domaine spatial. D'une part, à l'automne 1995, on découvre la première exoplanète autour d'une étoile. Il y avait eu des découvertes un peu auparavant, mais c'était des découvertes plus ou moins incertaines, alors qu'à partir de l'automne, là, on s'est mis à découvrir de façon certaine, avec certitude, qu'il y avait des planètes autour des autres étoiles, chose qu'on soupçonnait, mais on n'en avait pas la preuve parce que, comme je l'ai expliqué dans d'autres balados, c'est extrêmement difficile de repérer des exoplanètes. D'ailleurs, ça me rappelle qu'en 1989, j'ai écrit un article sur Québec Science, pour Québec Science, sur les exoplanètes. J'avais interviewé des astronomes en disant, on imagine qu'il y a des planètes autour d'autres étoiles. Est-ce qu'on va être capable un jour d'en découvrir? Et là, les astronomes que j'ai interviewés me disaient, écoutez, c'est extrêmement difficile, là. On ne sait pas comment on va y parvenir. Peut-être dans 20, 30, 40 ans, on a trouvé des techniques, des moyens, etc. Mais l'idée qu'on découvrirait relativement bientôt des exoplanètes, c'était de la science-fiction. Et là, je vous parle d'un article que j'ai rédigé en 89. 6 ans plus tard, ce rêve-là est devenu réalité. Puis non seulement on a découvert une exoplanète, mais à partir de 1995, on s'est mis à en découvrir des exoplanètes par dizaines, par centaines. Et aujourd'hui, on en a repéré plus de 5000 et on pourrait en repérer encore bien davantage. Donc, c'est une période que j'ai couverte. D'ailleurs, j'ai écrit un livre en 2012 sur les exoplanètes où je raconte cette aventure-là. J'en parlerai un peu plus tard. Une autre découverte très importante qui est arrivée à cette époque-là, c'est que la sonde Galilée a découvert que sur un des satellites de Jupiter, le satellite Europe, il y aurait des océans, qu'Europe serait entourée d'une épaisse couche d'eau sous une épaisse couche de glace. Il y aurait donc un océan, et qui dit océan dit vie. Ça a été une découverte bouleversante parce que jusqu'à maintenant, on disait le seul endroit où il y a de la vie dans le système solaire, c'est sur Terre. Peut-être qu'il y a de la vie microbienne sur Mars, mais ça va être tout. Et là, on s'est mis à découvrir que, non, il y a peut-être même une abondance de vie sur une des lunes de Jupiter, donc Europe. Et par la suite, on va découvrir aussi que d'autres satellites de Jupiter et de Saturne hébergent aussi des océans dans lesquels il pourrait y avoir de la vie. C'est un changement fondamental de penser que la vie n'est pas juste possible sur une planète semblable à la Terre, mais qu'il y a d'autres façons, il y a d'autres astres où la vie pourrait exister sous des océans. Et aujourd'hui, bien évidemment, on sait qu'il y a un paquet de possibilités de vie, il y a plein de formes de vie possibles un peu partout. Ça a été une découverte majeure. Une autre découverte très importante qui est survenue en 1998, c'est l'énergie noire. C'est-à-dire que le télescope Hubble a fait une découverte qui a renversé les astronomes. On sait que l'univers est en expansion. Georges Lemaître nous l'avait lancé l'idée dans les années 20. Cette idée-là, que l'univers est en expansion, s'est imposée dans les années 60, 70. Mais sauf qu'on pensait qu'il y avait eu un Big Bang et que depuis ce temps-là, l'univers s'étendait à une certaine vitesse. Or, Hubble a découvert que la vitesse d'expansion tend à croître. Et la seule explication qu'on a trouvée, c'est qu'il existerait une forme d'énergie, qu'on appelle une énergie noire, qui accélérait l'expansion de l'univers, en quelque sorte une énergie qui pousse les galaxies de plus en plus rapidement les unes des autres. On appelle ça de l'énergie noire, qui est différente de la matière noire. La matière noire, ça serait une force qui serait à l'intérieur des galaxies, et qui plutôt une force, un peu comme une force de gravité, une force qui a d'attraction. Donc, vous avez une force d'attraction, la matière noire, une force de répulsion, l'énergie noire, dont on n'a pas d'explication aujourd'hui.
Et là, j'ouvre une parenthèse, mais je n'irai pas beaucoup plus loin, mais quand on pense qu'on ne voit que 5% de l'univers, que 95% de l'univers nous est invisible, c'est un faux concept. L'idée, c'est qu'on voit probablement à peu près 100% de l'univers, mais il y a deux forces à l'œuvre, la force de l'énergie noire et la force de la matière noire, qui sont à l'œuvre, qu'on ne sait pas de quelle nature c'est. On pourrait penser d'une troisième force, qui celle-là est très bien connue, mais qui est aussi mystérieuse, c'est la gravité. Hein? On sait qu'on est attiré par la Terre, on est attiré par la matière, mais on ne sait pas pourquoi, on n'a pas d'explication. Qu'est-ce que la gravité? Comment ça fonctionne, la gravité? On la constate, on constate cette force-là, mais on ne l'explique pas. Pas plus qu'on s'explique la force de la matière noire, qui est une force d'attraction comme la gravité, pas plus que l'énergie noire, qui est une force de répulsion. C'est les trois grands mystères dont on va trouver des explications dans peut-être quelques décennies ou dans une centaine d'années, je ne sais trop. Mais l'idée, hein, c'est que ce sont dans les trois cas, gravité, énergie et matière noire, ce sont des forces à l'œuvre dont on n'a pas d'explication, mais ce n'est pas le fait qu'on ne voit pas 95% de la matière de l'univers. Non, on voit à peu près toute la matière, mais on a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Dernière note par rapport aux années 90, vers la fin des années 90, j'ai rédigé un article. En fait, je pense que j'en ai rédigé quelques-uns, mais où on expliquait un concept révolutionnaire. On expliquait qu'un jour, tenez-vous bien, on aurait chacun notre téléphone personnel avec soi. À l'époque, c'est de la science-fiction. C'est-à-dire que vous avez un téléphone fixe, fixé dans votre résidence, à votre bureau, etc., avec un numéro de téléphone qui est associé à l'appareil. Et évidemment, si vous sortez de votre maison ou de votre endroit de travail, ben, vous n'avez pas accès au téléphone. Et là, des spécialistes des bidules électroniques m'expliquaient qu'un jour, ben, il y aurait des petits téléphones qu'on pourrait porter dans nos poches et qui feraient qu'à ce moment-là, où qu'on soit, ben, on pourrait être rejoint. Évidemment, vous me voyez venir, hein, c'est le fameux concept des téléphones cellulaires. À l'époque, hein, on parle d'un téléphone qui va nous servir à faire des appels téléphoniques, où qu'on soit sur la rue, qu'on soit dans notre voiture, qu'on soit n'importe où. On n'a pas, par contre, vu venir la révolution des téléphones intelligents. En fait, les téléphones d'aujourd'hui, pour moi, c'est un peu paradoxal. Ça ne sert pas beaucoup à téléphoner. Rares sont les gens qui se servent de leur téléphone pour appeler quelqu'un, pour parler au téléphone, mais ils s'en servent pour plein d'autres choses. Hein. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Juste vous dire hein, que fin des années 90, donc il y a une trentaine d'années, même pas, c'était un concept de science-fiction, le téléphone cellulaire. Personne n'avait imaginé ce que ce serait un téléphone portable comme on a aujourd'hui. Pour vous dire à quel point les choses évoluent rapidement. Nous voici rendus aux années 2000. Ah, les années 2000, on y a rêvé depuis longtemps. Écoutez, comme vous comprenez, je pense que je pourrais poursuivre mon récit encore très longtemps. On pourrait faire encore une bonne heure, mais je vais quand même clore pour l'instant ici. On arrive un peu à la conclusion. Ça fait quoi, 1 heure que je vous parle? J'espère que vous n'êtes pas trop endormis. Quelques petites notes par rapport aux années 2000. Il faut savoir hein, que quand on était dans les années 60-70, on rêvait de l'an 2000. On rêvait qu'en l'an 2000, tous nos problèmes seraient réglés. Qu'on aurait vécu le cancer, qu'on aurait vécu les maladies cardiaques, qu'on aurait vécu la famine dans le monde, qu'on aurait mis fin à toutes les guerres. On avait vraiment à ce moment-là l'espoir qu'en l'an 2000, tous nos problèmes sont résolus. Évidemment, vous connaissez la suite. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, là, quand moi, dans les années 70, je suis adolescent, comme tout le monde, on se demande quel âge on va avoir en l'an 2000. Tout le monde fait ce calcul-là. Personnellement, en l'an 2000, je vais avoir 42 ans. Je vais être vieux. Je me disais, ça se peut pas d'avoir 42 ans, je vais être rendu vraiment une vieille fripouille. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, je pense un peu différemment. Tout ça pour dire hein, que quand on rêve, quand on pense aux années 60-70, c'était une belle époque. Puis ça, non, c'était pas une belle époque. On rêvait d'être en l'an 2000. On rêvait que tous les problèmes seraient résolus, ce qui n'est évidemment pas le cas. Maintenant, on a connu évidemment des progrès absolument fantastiques depuis cette époque-là. Là, je vous parle on est rendu en 2025. Au cours des 25 dernières années, hein, les progrès ont été absolument
fantastique. D'ailleurs, on peut même se demander, au début du balado, je parlais de si quelqu'un qui avait vécu en l'an 1900 apparaissait soudainement en l'an 2000, il serait totalement perdu dans le monde dans lequel on vit. On pourrait presque penser, puis je pense que c'est le cas, que si quelqu'un, mettons, passait de l'an 2000 à l'an 2025, à notre société aujourd'hui, lui aussi, il y aurait énormément de misère à s'adapter. L'impact des réseaux sociaux que l'on vit tous, là, c'était totalement inimaginable dans les années en l'an 2000. Plein de progrès qu'on ne se rend pas compte, là, les ordinateurs qui sont omniprésents, l'apparition de l'intelligence artificielle, mais à tous les niveaux, les changements de société aussi, les façons de se rencontrer. Hein, maintenant, quand on veut se faire une blonde ou un chum, un petit ami, ben ça passe par Internet. C'était inimaginable en l'an 2000. Donc, en 25 ans, on a peut-être fait autant de progrès que ce que moi j'ai vécu entre 1958 et l'an 2000. La société va de plus en plus vite. C'est sûr que j'aurais pu poursuivre le récit. Hein. Il y aura peut-être une suite. En fait, ça va dépendre un peu de votre réaction. Je ne sais pas si vous avez aimé ce genre de balado. Je ne sais pas si vous avez le goût que je vous raconte la suite. La suite que vous connaissez pas mal, là, puisque vous êtes en âge d'avoir vécu ces années-là. Mais en même temps, c'est intéressant de faire comme ça un tour d'horizon. D'ailleurs, j'hypothétiserais que si quelqu'un passait aujourd'hui, si vous et moi, on passait aujourd'hui de l'an 2025 à l'an 2050, probablement que le saut serait aussi grand que ce que moi j'ai vécu depuis ma naissance. C'est pour dire comment les choses vont vite, comment le monde va changer rapidement, comment il va se passer quantité de choses, quantité de progrès, quantité d'innovation au cours des 25 premières années. C'est fabuleux l'époque dans laquelle on vit. Pour ma part, j'ai 67 ans. J'en suis très heureux. À moi, ça ne me fait pas de peine de vieillir. Ça fait peine de voir que la fin s'en vient, mais j'ai comme objectif de vivre qu'à 100 ans. Ce qui fait que je me dis, en 100 ans puis en bonne santé, ce qui fait que je me dis, j'ai fait les 2 tiers de ma vie. Il m'en reste un autre tiers. Un tiers qui va être aussi fascinant que les 2 premiers tiers. Personnellement, je constate 2 choses, et là, je vais vous dire des clichés, mais mon Dieu que c'est vrai. Le premier, c'est Dieu que le temps passe vite. Plus on vieillit, hein, plus le temps passe vite. Et ça, c'est un peu hallucinant. C'est de penser que moi, mettons qu'il me reste 33 ans à vivre, ça va passer presque en un éclair, alors que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui imaginent peut-être que 30 ans, c'est long. 30 ans, c'est vite rendu à mon âge. L'autre chose que je retiens, et ça, c'est une grande leçon de vie, c'est d'apprécier le moment présent. Quand je repense à ma vie, je repense à certains épisodes que j'ai vécus, que je ne vous ai pas nécessairement racontés, mais où j'ai vécu des moments de bonheur en pensant que ce serait toujours comme ça. Mais non, les choses passent. Et c'est avec le recul qu'on se dit, j'ai pas nécessairement apprécié tel ou tel événement, telle ou telle chance qui m'est arrivée dans ma vie. J'apprécie aujourd'hui les chances que j'ai. J'apprécie aujourd'hui la bonne santé que j'ai. J'apprécie aujourd'hui les balados que je fais. Pour moi, chaque balado est un plaisir. De savoir aussi que je suis écouté par des milliers de personnes et je reçois beaucoup de commentaires, beaucoup de bons mots. Ça me fait chaud au cœur. Je reçois des commentaires, des critiques aussi, j'en tiens compte. Mais ça, je me dis, j'ai la chance de faire quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, le simple fait de faire un balado, qui est une sorte d'émission de radio, que je fais chez moi, dans le confort de mon foyer et qui est diffusé à l'échelle de la planète, c'était quelque chose d'absolument impensable il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et c'est un privilège extraordinaire que je n'aurais pas pu imaginer au terme de ma vie, de faire des balados. Et là, je me dis, ça en vient de nouvelles révolutions. On peut penser à tout ce que vous nous apportez, l'intelligence artificielle, et encore sûrement des inventions qui sont totalement inimaginables. En fait, je ferai peut-être un balado dans 10 ans. Vous direz, écoutez, on ne s'imaginait pas en 2025, en 2030, il arriverait telle chose. On vit dans un monde absolument fantastique et j'ai la chance de vivre ce monde-là. Vous avez la chance de vivre dans ce monde-là. Et moi, si j'avais un souhait à me faire, quand je vois des fois des jeunes qui ont 20-25 ans puis qui sont un peu découragés de la vie, qui sont inquiets par tout ce qui se passe à travers le monde, puis peut-être qui se demandent presque si ça vaut la peine de vivre, moi, je leur dis, si vous voulez changer de place avec moi, je suis prêt à changer de place n'importe quand. J'aimerais ça avoir 20 ans aujourd'hui, j'aimerais ça avoir 25 ans aujourd'hui, puis me dire, j'ai toute la vie devant moi, et ce que je vais vivre au cours des 25, 30, 40, 50, 75 prochaines années, ça va être un monde fantastique. C'est la chance que ceux qui m'écoutent et qui sont plus jeunes, c'est la chance que vous avez, et appréciez-la parce que vous êtes chanceux. Vous allez voir des choses extraordinaires que je n'aurais pas la chance de voir. Sur ce, je vais me taire. J'espère que vous avez apprécié ce récit-là. Moi, en tout cas, c'était évidemment un plaisir.
J'aurais pu vous raconter plein d'autres anecdotes. Il s'est passé plein d'autres affaires dans ma vie, mais j'ai voulu mentir à peu près en 1 heure. Chose difficile en ce qui me concerne. Tout ça pour dire que c'est toujours un plaisir de faire des balados. J'espère que vous avez apprécié celui-là. J'espère que ceux qui l'écoutent en fin de soirée, ça les aide à trouver le sommeil. Et je vous dis bientôt, on vous revient dans 2 semaines. J'espère que vous avez apprécié cette tranche de vie autant que moi, c'était vraiment le fun, comme dit Claude, qui nous dit vouloir vivre jusqu'à 100 ans, alors c'est tout ce que je lui souhaite. Rendez-vous donc en 2058, imaginez tout ce qui aura changé. Et tout ce qui sera resté identique, peut-être ferons-nous encore des balados, qui sait. J'espère en tout cas que nous prendrons soin de notre planète et que nous aurons trouvé quelques réponses aux grandes questions qui nous animent aujourd'hui et qui nous permettront peut-être de mieux comprendre notre univers. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier avec au contenu Claude Lafleur et Dylan Baillargeon et Laurent Runigo à la diffusion. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.